Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, bon jeudi matin, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite fébrilité du temps des fêtes, trouvez-vous? Oui, on est avec vous pour les 2 prochaines heures. Beaucoup de choses à discuter avec vous et notre premier sujet, je veux vraiment avoir votre participation. D'abord, comme tous les jours, je veux que vous soyez présents, que vous m'appeliez 1-877-827-2346 parce que je veux connaître votre opinion. Vous pouvez nous texter au 187 Cube Radio. Pourquoi? Mais parce que je pense que c'est une question qui devrait intéresser tout le monde, de toutes les générations. Je vous parle ici de changement climatique. Et c'est important de parler de transition écologique parce qu'on est en plein dedans. Et malheureusement, quand on regarde les différents sondages, puis il y en a un qui est sorti cette semaine qui me permet justement d'en discuter avec vous ce matin, qui nous donne une autre occasion d'en parler, c'est qu'on voit dans le baromètre de l'action climatique qui est en fait, qui a été publié par l'Université Laval, un groupe de recherche de l'université qui s'est intéressé à la question, qui depuis 6 ans d'ailleurs vous pose des questions, fait un sondage. Ce qu'ils se rendent compte, c'est que finalement, on a de la misère avec... C'est comme si on parlait des deux côtés de la bouche. D'un côté, là, on dit « Ah oui, c'est important le climat, on voudrait vraiment qu'il se passe quelque chose, on est inquiet. » Puis de l'autre côté, ben on mange notre gros steak, puis on roule en F-150, puis on dirait que c'est business as usual. Je pense qu'il faut se conscientiser un petit peu plus que ça. En cette fin d'année, je pense que c'est le moment de se dire, ben l'année 2025 sera-t-elle le moment, la vraie année de notre réveil collectif là-dessus? Parce que quand vous regardez les chiffres, il y a à peu près le quart des Québécois qui disent qu'ils ont pas tellement de connaissances sur ce qu'on appelle la littératie climatique, puis on va en parler tout de suite avec mes invités que je vais vous présenter. Le quart des gens au Québec ont à peu près pas de notion sur ce que ça veut dire. Fait qu'on dit changement climatique, puis il y a des gens, là, ça percole pas du tout dans leur tête. Ils savent pas de quoi on parle. Alors, on va en parler ce matin, justement. Je vous la présente tout de suite. Laure Varidel est militante et cofondatrice d'Équiterre, un organisme que vous connaissez beaucoup. Elle est sociologue spécialisée en développement international, en environnement. Elle est chroniqueuse au Journal de Montréal. Merci beaucoup, Laure, d'être là. Bonjour Isabelle, merci pour l'invitation. Avec ton cœur vert. Oui, le cœur de mère au front que des milliers de mères et grands-mères et alliés portent au Québec pour parler de l'importance de l'action environnementale, de l'action climatique. Et j'en ai un pour toi, chère Isabelle, merci. Parce que je te sais aussi très engagée. Oui, tout à fait. Alors, si je le mets à l'instant. Tu nous rappelles donc mères au front, ce sont des mères au Québec. Oui, des mères, des grands-mères et des alliés qui sont préoccupés des questions environnementales parce qu'elles considèrent que c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu, leur qualité de vie, leur santé, leur sécurité. C'est ce que disent les scientifiques qui, justement, appellent à l'action. Donc, on se dit qu'en tant que mère, c'est pas prendre soin de nos enfants, c'est pas juste en prendre soin dans le foyer, mais c'est aussi de prendre soin. Exactement. C'est aussi de leur préparer une planète dans laquelle ils vont pouvoir vivre, exactement, continuer de vivre et de respirer. Une société où le bien-être, la santé est valorisé. Puis ça, c'est pas juste dans les hôpitaux, mais c'est en amont pour prévenir les dégâts. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez, il y a quelques années, alors qu'on était pourtant en pleine COVID, il y a 250 journaux médicaux qui ont publié un éditorial commun disant que la plus grande menace à la santé était les changements climatiques. Donc, nos décideurs, et vous voulez envoyer vraiment une alerte à nos décideurs et on regarde quelles sont les priorités. En ce moment, on a encore une vision très, très à court terme. Et quand tu vois un Québécois sur 4 qui n'a à peu près pas de connaissances sur ce que ça veut dire changement climatique. Ça veut dire que c'est difficile de faire passer un message si, de l'autre côté, les gens ne savent pas trop de quoi tu parles. Il y a une responsabilité, dans le fond, de gens un peu comme toi aussi. Toi, tu le fais beaucoup, bien sûr, et tu le fais encore ce matin. Puis il y en a quand même des gens qui ont alerté, mais on dirait qu'il en faut, soit il en faut plus, ou alors il faut peut-être changer la façon dont on passe le message. Je pense que les deux, il faut en parler plus, puis il faut changer la manière dont on passe le message. Il faut être dans tous les lieux.
ça devrait être vraiment un enjeu transversal parce que ça va toucher tous les domaines. En ce moment, on a l'impression qu'on est vraiment dans une chambre d'écho entre gens qui ont des connaissances de base, qui sont alertés, parce que quand on connaît, quand on s'intéresse à ce qui s'en vient, quand on lit les rapports scientifiques, je veux dire, c'est terrible ce qui est en train de se passer, mais beaucoup de gens préfèrent comme détourner le regard. Fait que d'ailleurs, une très, très belle expo en ce moment, très large public là, au musée Armand Frappier. Ça vaut vraiment la peine dans le temps des fêtes d'aller faire un petit tour parce que c'est pas une... Des fois aussi les gens... C'est l'exposition, ça chauffe. Exactement. Ouais. Puis les gens, des fois, associent l'action climatique à une culpabilité alors que c'est pas ça. C'est plutôt de se responsabiliser, et de voir à quel point il y a plein d'actions qui font du bien aussi à notre santé immédiatement, pas juste à la planète. Ça crée des liens dans nos communautés. Il y a beaucoup de belles choses à faire. L'expo, ça chauffe, ça nous montre qu'il y a un véritable réchauffement climatique. Là. Absolument. Puis ça montre des pistes de solutions à la fois individuelles et collectives, mais voir comment est-ce qu'on est tous, on fait tous partie du problème, c'est évident, mais on peut tous aussi faire partie de la solution et bien davantage que ce qu'on fait en ce moment. Et oui, il y a les gestes individuels, mais il y a la nécessité de mettre en place une architecture des choix qui fasse en sorte que le choix le moins cher, le plus facile, le plus agréable, soit aussi le choix le plus écologique, alors qu'en ce moment, il y a encore beaucoup trop d'éléments qui sont complexes. Le transport en commun est un bon exemple. Ouais. On devrait investir massivement là-dedans si on écoutait vraiment, on voyait les problèmes. Cette semaine, j'étais dans le métro puis je me disais, OK, on était des centaines dans... Puis je me disais, mais si toutes ces personnes-là étaient dans leur voiture individuellement, le trafic, mais de réaliser que le transport en commun, c'est aussi bon pour les automobilistes, là, parce que ça réduit le trafic. Fait qu'il y a des changements de paradigme comme ça qu'il faut avoir, mais ça prend une volonté collective, puis être honnête, oser regarder le problème, puis après ça, mettre en œuvre des solutions. Ouais. On a avec nous André Bellil, également président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. André Bellil et moi, on se connaît depuis très longtemps. André, merci beaucoup d'être là. André a publié récemment 40 ans de lutte pour l'environnement, le tome 2, parce qu'il y a déjà eu un premier, et ça s'intitule La guerre des fossiles. André est en guerre pour essayer de nous, depuis tellement longtemps, parce que il y a beaucoup à faire. Au début, c'était contre les pluies acides, n'est-ce pas, André Bellil? L'Association québécoise de lutte contre les pluies acides, ça c'est... je vous ramène loin, là, André, là. Ouais, en 1982. Quand ça a commencé. Et là, c'est rendu contre la pollution atmosphérique parce qu'on sait qu'il y a bien d'autres choses que les pluies acides. C'est beaucoup plus large que ça. Avec Laure Varidel, donc, on discute, et avec les auditeurs, bien sûr. Puis je rappelle nos numéros 1-877-827-2346. Dites-moi comment vous voyez ce discours-là, ce message-là. Puis André, je veux t'entendre là-dessus. Quand on dit il y a une personne sur 4 qui sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle de changement climatique ou qui est pas forcément intéressé non plus, parce que quand tu comprends pas ou que le message porte pas, ben d'abord, ça veut dire que le messager, il faut qu'il travaille son message. Hein. C'est pas le récepteur le problème en communication. C'est pas la personne à qui on donne le message qui est le problème. Ça veut dire que c'est pas la faute des gens. C'est pas votre faute si vous dites, ben moi, c'est comme... ça colle pas sur moi, ce message-là. J'ai pas compris à quel point c'était une aussi grande, un aussi grand enjeu. Et parmi le 1 Québécois sur 4, là, qui a peu de connaissances sur les changements climatiques, ben, il y en a 35% parmi ce groupe-là, j'essaie d'être clair, 35% parmi ce Québécois, là, qui dit, puis en plus, là, quand j'entends parler de changement climatique, je suis pas sûre que c'est vrai. Je suis pas sûre que ça soit basé vraiment sur des faits scientifiques. Et ça m'alerte, André Bellil, parce que ça veut dire il y a des gens, puis au-delà des complotistes, là, on met les complotistes à part, il y a quand même des gens qui disent qu'ils sont pas encore convaincus des faits réels sur les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là, André? D'abord, il faut juste regarder autour de nous et prendre le temps de considérer la réalité et non ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. La réalité, si on y prête attention un peu, on se rend compte d'année en année que les événements climatiques extrêmes, là, on en voit de plus en plus dans toutes les saisons. Donc, si on n'a pas remarqué de changement, c'est probablement qu'on devrait changer de lunettes ou quelque chose, en tout cas. Par contre, si on veut faire
une analyse un peu plus, je dirais, poussée, ben il faut voir toute la désinformation là qui est générée sur les réseaux sociaux par des grandes entreprises. Les pétrolières ont l'argent pour faire des guerres dans le monde. Alors, raconter des menteries à tout le monde sur les réseaux sociaux et le faire par des mercenaires, ben c'est comme beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Et ça explique aussi la confusion pour les gens. Il y a tellement d'informations contradictoires, et c'est voulu, c'est ça qu'on appelle la désinformation. Ben, c'est voulu de rendre les gens confus face à ça. Et bon, pour régler la situation, ben, je pense qu'il y a rien comme de regarder la réalité en face. Arrêtez de s'abreuver d'informations plus jovialistes les unes que les autres. Finalement, combien de fois on a entendu qu'on était les meilleurs, les plus fins? Puis il n'y a rien de ça de vrai. Là, on est au Canada. Le Canada, c'est le 4e plus gros producteur de pétrole au monde et il agit en conséquence. Et ça, moi, c'est ce qui m'a toujours surpris, qu'on sous-estime le fait que le Canada est un gros producteur pétrolier et qu'après ça, on se demande comment ça se fait là que l'information est aussi confuse, aussi contradictoire. Il y a du monde qui alimente ça, la confusion. Ouais, mais vous voyez, j'ai Martin qui nous écrit le trou dans la couche d'ozone se résorbe, ce qui était un signe de pollution dans les années 80. Le Canada est responsable de seulement 1,5% des émissions mondiales, le Québec 11,6% des émissions canadiennes. Donc, si on éradique tout le Québec de sa population, les émissions mondiales seraient réduites de seulement 0,17%. Donc là, on est beaucoup dans les chiffres. J'imagine que Martin voit ça quelque part. Ça suffit la désinformation il suffit la désinformation et la manipulation des militants éco-anxieux de la gauche radicale. Les changements climatiques sont cycliques car le Canada était sous la glace il y a à peine 10 000 ans. Laure Varidel. Eh bien. D'abord, je pense qu'il faut regarder les chiffres correctement. Puis c'est vrai que si on prend le Québec tout seul, ou même nous comme individus, on a l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est toutes les gouttes d'eau ensemble qui font que l'océan existe. Sauf que souvent, on entend... tant que la Chine et l'Inde n'agiront pas, ça, on l'entend beaucoup. C'est vrai. C'est probablement ce qu'on entend le plus. Tant que les Chinois et les Indiens de l'Inde feront rien, ou en tout cas pas assez, nous, on aura beau faire. Donc, les gens, ils disent, je continue de manger mon steak, alors qu'on sait que la viande, l'élevage du bétail, c'est vraiment très, très mauvais pour la planète. Et puis, en même temps, je continue de rouler avec mes 2 voitures. C'est ça. De par habitant, nous, comme Canadiens et comme Québécois, on est quand même dans les plus grands pollueurs de la planète. Ça, quand on regarde les chiffres, ils sont clairs. Là. À cause de nos automobiles? Parce qu'on est une petite population qui pollue énormément. Fait que quand tu divises par habitant comparé à la Chine puis à l'Inde où il y a beaucoup plus de gens, en plus, en Chine, ils produisent beaucoup de produits que nous, on importe. Donc, on est aussi un peu responsable d'une part de leur empreinte écologique. Fait qu'il faut regarder les choses de manière un petit peu plus honnête, selon moi. Puis je trouve que l'exemple de la couche d'ozone est très bon parce que pourquoi est-ce qu'on a réussi à réduire le phénomène? Parce qu'il y a eu une volonté internationale. Parce que les élus se sont mis ensemble et ils ont banni certains produits qui étaient parmi ceux qui affectaient le plus la couche d'ozone. Et on a vu qu'une volonté politique internationale, que des engagements, que de la réglementation était efficace. On n'a jamais eu une chose pareille autour du climat et notamment à cause du lobby des énergies fossiles. Et au Canada en particulier, André a tout à fait raison. Je veux dire, on est dans un pays pétrolier et on a beaucoup de biais cognitifs. C'est ce qui fait qu'on a des réponses comme ça. Notre cerveau agit comme pour se protéger. Et une manière de se protéger face à une menace qui est existentielle, c'est d'être dans une forme ou une autre de déni. Et sans être climato-sceptique. Tu trouves qu'on est dans le déni? Absolument. Ouais. Parce qu'on trouve un paquet d'arguments pour nous déresponsabiliser. Surtout collectivement, mais c'est parce qu'on n'aime pas ça se sentir coupable. Absolument. T'sais, on veut pas se sentir coupable quand on est au volant de notre voiture ou quand on fait les courses. Mais c'est que le problème, il n'est pas juste individuel. Ouais. C'est pas un individu tout seul avec son auto qui est le problème. C'est le fait que collectivement, on n'a pas créé des alternatives à cette auto. Puis l'alternative, c'est pas juste l'auto électrique. Ouais. C'est le transport collectif, c'est l'autopartage, c'est un paquet d'autres moyens qui seraient aussi beaucoup plus économiques. Et les citoyens, quelle part de leur budget ils consacrent à leur auto en ce moment?
plein de familles sont pris à la gorge à cause de ça, alors que s'il y avait du transport public accessible, abordable, bien des familles, au lieu d'avoir 2 ou 3 voitures, parce que ils ont comme pas le choix pour se rendre au travail, il se suffirait de une, par exemple. Fait que tout ça, ça demande des choix collectifs différents. Comment on peut changer un peu? Parce que là, notre conclusion, quand même, ce matin, c'est de dire, OK, les gens, s'il y a une certaine époque, je pense qu'il y a une époque, j'avais l'impression que c'était plus dans nos considérations. Oui. Les gens disent que ça reste une priorité pour eux, mais quand ils vont voter, par exemple, on le voit pas, ça. Donc, comment ça se fait et comment peut-on changer le message pour qu'ils portent plus leur? Mais je pense qu'il y a de la dissonance cognitive encore à ce niveau-là. Là. On veut pas voir et s'engager comme on le fait. Il y a du déni, mais il y a aussi la dissonance. C'est qu'on comprend les choses d'une manière à nous, justement, déculpabiliser puis faire en sorte que, dans le fond, on est pris dans des considérations, des problèmes plus immédiats. Puis en ce moment, bien des familles ont du mal à joindre les deux bouts. Oui. Puis c'est ça leur priorité, puis c'est tout à fait compréhensible. Ils ont l'impression que le climat, de toute façon, ça va plus toucher les autres qu'eux. Ça, c'est un autre enjeu. Là, il faut se resserrer, il faut être, je pense, honnête avec nous-mêmes et puis voir, OK, qu'est-ce que je peux faire qui est en cohérence avec cette reconnaissance de l'urgence d'agir? Parce que dans le baromètre que vous mentionnez au début, là, il y a quand même 82% des répondants qui reconnaissent l'urgence d'agir. Ça, je trouve que c'est quand même un progrès qui a été fait parce que quelques années, c'était pas le cas du tout. Mais je rajouterais, dans le même baromètre, 82%, comme tu viens de le dire, disent il y a urgence d'agir contre les changements climatiques au Québec, mais l'environnement est considéré par ces mêmes personnes comme étant l'enjeu le plus important, mais seulement pour 10% de la population. Donc, tu en as 82 qui disent oui, c'est important de continuer à nous sensibiliser, mais il y a seulement 10% des gens qui disent c'est l'enjeu le plus important. Peut-être qu'il y en a des plus importants avant, mais il me semble que c'est quand même assez important. C'est sûr que probablement que le plus important, c'est combien j'ai d'argent dans ma poche. Puis peut-être que sur l'élément viande, là, on n'arrête pas de nous dire, vous allez voir l'année prochaine, là, dès janvier, la viande va coûter beaucoup plus cher. Tu sais, j'ai réfléchi, mais je me disais, c'est probablement l'argument économique. L'argument économique qui va peser le plus pour peut-être arriver à un changement de mentalité. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'on est dans un système économique qui externalise les coûts environnementaux et sociaux. En fait, si on payait le vrai prix de la viande, ça serait encore beaucoup plus que ce qui est maintenant. Là. Puis des pommes importées, je veux dire, on produit plein de pommes au Québec, puis on importe des pommes qui sont souvent moins chères que les pommes du Québec. Dans le temps des framboises, c'est pareil. Je veux dire, c'est un non-sens parce qu'on ne tient pas compte du coût environnemental. Fait qu'il y a ça qui est vraiment concrètement à changer. André Bellil, là-dessus? Ben, je pense qu'on est loin, là. On a élu des gouvernements autant au Québec qu'au Canada pour agir responsablement. Ces gouvernements-là ont pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Et là, on est en train de dire, ouais, mais la population a pas fait ou les gens ont pas agi. C'est pas de même, ça marche, là. C'est pas juste les gens. Les gouvernements sont élus pour agir. Ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas respectés. Et ça, c'est un problème majeur. Et si on regarde ce qui s'est passé, là, la question de la couche d'ozone tantôt, là, je trouve ça pas mal le fun. Je trouve ça pas mal le fun parce que nous, on était là, hein, le protocole de Montréal sur la couche d'ozone, ça s'est pas passé en Afrique, là, c'est à Montréal, au Québec. La bataille sur les pluies acides, ça s'est gagné au Québec. Le Canada a signé l'accord nord-américain, c'est plus acide parce que le Québec a bougé. Et pourquoi le Québec a bougé? Parce que la population appuyait le gouvernement. Il y avait à ce moment-là un ministre de l'Environnement, Clifford Lincoln, qui était honnête et très déterminé. Et il a fait la job. Après ça, dans les 20 années après, parce que moi, je considère ces questions-là sur 40 ans, les 20 premières années, on a eu beaucoup de grandes victoires, mais après ça, c'est comme si on s'était endormi sur nos lauriers, puis là, je parle surtout des gouvernements. Ils étaient tous très heureux de nous dire qu'on est les meilleurs, les plus fins, les plus efficaces, mais ils ont juste oublié une chose importante. Il faut respecter nos engagements et faire la job, puis la job n'a pas été faite. Alors là, on nous dit, ouais, mais là, c'est la population qui aime manger du steak, puis que, ouais, OK, je veux bien. Moi, ça fait longtemps que je suis passé ailleurs, mais ça règle pas le problème, là. Le problème, c'est que, justement, comme société, on doit agir non seulement au niveau individuel, mais collectivement. Et c'est là que ça marche pas quand les gouvernements se défilent.
Exactement. On s'arrête ici. Très courte pause. Tu voulais rajouter quelque chose vite Oui, avant je la voulais pause? dire, pour que les gouvernements bougent, il faut que les citoyens mettent de la Ouais. pression sur eux. Hein, c'est les deux. Complètement, complètement. Puis ça, c'est l'enjeu. Entre autres chiffres là, dans ce document, là, le baromètre climatique, on observe que 49 de la population, on va dire 50 c'est quasiment une personne sur deux, on va faire ça simple, là. Une personne sur deux accorde de l'importance aux positions climatiques des partis politiques quand ils vont voter. Et je vous dis ça parce que c'est important. On a 2 élections qui s'en viennent, là, probablement. Ben, en tout cas, dans les 2 prochaines années, là, il va y avoir bien sûr les élections fédérales l'année prochaine, puis d'ici 2 ans au Québec. Fait que c'est important. Donc, une personne sur deux dit c'est important. Puis, mais finalement, il y a juste une minorité qui, quand les partis parlent, font l'effort d'aller lire le programme du parti sur les changements climatiques. Puis, qui vote pour le Parti vert, là, tu sais, ou qui vote pour un parti qui a des positions vraiment marquées sur l'environnement, ce n'est pas un facteur qui va influencer le vote des électeurs et c'est malheureux. On va s'arrêter ici, très courte pause. Je vous redonne nos numéros. Vous faites le 1-877-827-2346. Gênez-vous pas, appelez-nous puis on va discuter ensemble. 187 Cube Radio, c'est notre texto. On vient tout de suite après. Je vous pose la question, est-ce que on est hypocrite finalement? Parce que quand on regarde ça, on dit oui, c'est important. Puis de l'autre côté, on mange du steak, on le sait que c'est pas bon pour la planète. On continue de rouler en gros F-150. C'est le véhicule le plus vendu au Québec encore à ce jour. On continue de dire, tant que les autres feront rien, nous, on fera rien non plus. Fait qu'on continue dans notre petit bonheur tranquille jusqu'à temps que ça nous fasse vraiment mal. Puis je pense qu'on est à côté, là, le nez contre le mur. On a dit que l'été 23 était le plus chaud. L'été 24 a été le plus chaud. Imaginez l'été prochain. On revient tout de suite.